Et cette session a pour thème la décolonisation de la science. Et dans ce thème, un mot est évocateur et qui nous rappelle l'indépendance. Mais l'indépendance de quoi? De la connaissance, de la science. Et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de questionnements. Des questionnements sur le type même d'indépendance concernant la science. Et surtout, pourquoi les références sont toujours venues, parfois du même endroit ou d'ailleurs, mais pas forcément sur le continent africain, par exemple. Quelle est l'orientation que nous pouvons donner à la science, puisqu'on parle de décolonisation? Donc il y a tellement de questions que l'on se pose sur ce sujet qui est très intéressant, et d'ailleurs j'ai le plaisir d'annoncer pour la modération Mamadou Taoré, qui est le président de l'association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire, qui va conduire donc ce panel. Mamadou Taoré, vous avez la parole pour cette session. Merci. Merci, docteur Polo Koulibaly. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de modérer ce panel avec ce thème très évocateur, décolonisation de la science, renforcer la recherche scientifique en Afrique. Donc, dans le cadre de la conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones que nous avons l'honneur de recevoir cette année. Et nous avons abordé ensemble un sujet peut-être complexe, mais essentiel pour l'avenir de la recherche sur notre continent. Je vous remercie de votre présence et je souhaite la bienvenue à nos distingués invités panélistes qui sont également des éminents chercheurs ivoiriens que je vais présenter tout à l'heure, mais avant de les présenter, je vous dis que la notion de décolonisation de la science, ça interroge, c'est une notion qui interroge à la fois les rapports de pouvoir dans la production du savoir, les priorités de la recherche, les langues utilisées pour véhiculer la connaissance, les circuits de publication. Elle pose une question centrale. Comment rendre la recherche plus ancrée dans nos réalités, plus pertinente localement, tout en restant ouverte aux échanges internationaux? Pour en parler, je reçois donc le docteur Désiré Melek. Il est ingénieur, docteur en physique, spécialisé en électronique et robotique à l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan. Je voudrais préciser que l'université Nangui Abrogwa est la deuxième université d'Abidjan, la deuxième grande université publique d'Abidjan, et qui est une université qui est orientée vers les sciences fondamentales appliquées, les sciences de la nature et également les sciences de l'environnement. Merci, docteur, d'être parmi nous. Nous avons également docteur Topégue Michel. Elle est journaliste. Elle est également maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au département de communication. Merci, docteur, d'être avec nous. À ma gauche, j'ai le professeur Koulibaly Kalpi, que beaucoup d'entre vous ont pu découvrir le mardi lors des sessions d'ouverture. Alors, professeur Kalpi Julien, il est médecin, il est chercheur et à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Bonjour, docteur, merci d'être avec nous. Et nous aurons également en ligne, en visioconférence, la professeure Mamé Pandaba. Elle est professeure en sciences politiques depuis Dakar. Elle va intervenir depuis Dakar. Si la technique ne nous fait pas défaut, elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Elle est également rédactrice en chef de la revue scientifique Global Africa. Alors, je voudrais déjà commencer avec le professeur Millet. Pour vous, décoloniser la science, qu'est-ce que nous pouvons
devons entendre par décoloniser la scène? Je vous remercie. Je crois que le principal aspect pour moi de la décolonisation de la science part d'abord de ce qu'on appelle en science des axes de recherche. Je prends un exemple simple. Je suis spécialiste en électronique dans le domaine de la physique. Je travaille sur les semi-conducteurs organiques. Pour faire simple, ce sont les composants qui permettent d'avoir des écrans flexibles. Donc mon travail consiste à trouver les molécules les plus optimales pour faire ces appareils. Et quand je trouve une molécule la plus optimale, reconnue mondialement, je ne peux pas l'implémenter. Autrement dit, j'ai fait une recherche, mais ma recherche va profiter à d'autres. Et il n'est pas profitable. Donc je suis obligé de donner ce que j'ai trouvé à des pays qui peuvent l'implémenter. Et donc la richesse générée par ma recherche n'enrichit pas mon pays, enrichit l'autre. Ouais, voilà un exemple très simple qui parle de quels sont nos choix de recherche que nous faisons. Voilà un peu ce que je peux dire pour commencer. Alors, professeur Nibali, il a posé déjà, il nous pense déjà le plan de l'effort. Alors, on est amené à se demander comment inverser la logique de cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Pour ma part, je pense qu'il y a lieu de dire merci à ceux qui sont devant nous et qui nous écoutent. Et ensuite, comment inverser la tendance? Je pense que la question devrait être plutôt, est-ce qu'il y a une question d'inversion de tendance? Je pense qu'il a répondu à lui-même à la question. Quels sont les choix de recherche que nous faisons au niveau individuel et quels sont les choix de recherche que nous faisons au niveau étatique? Si moi je considère ma position de médecin, vous comprendrez très vite que parfois il est difficile pour un État d'investir dans la robotique plutôt que dans du papier qui décide la population. Mais la vraie question c'est est-ce que les États ont raison? Et c'est là que la problématique va se poser. Donc comment inverser la tendance? Ce sont des choix politiques à mon avis. Quels sont les objectifs des États à moyen et à long terme et comment y arriver? Alors, merci. Comment y arriver? La question est posée, docteur. Alors, je veux savoir aussi avec vous comment nous arrangeons à intégrer les savoirs locaux dans les approches scientifiques sans tomber dans le formalisme. Merci. Je pense que je vais partir dans le même pas que mes prédécesseurs, ici le professeur Koulibaly et le docteur Millet. Je pense, déjà dit, je vais encore le répéter, parce qu'on ne dira jamais assez, il faut revoir nos axes de recherche. Il faut revoir le contenu des cours, ne serait-ce que des cours que nous dispensons ici. Et dans mon UFR, dans mon département de sciences communication, nous avons déjà commencé depuis bien longtemps. Vous savez, ici, nous enseignons une discipline qu'on appelle la communication pour le développement. Mais c'est un intitulé que nous n'avons pas dans les universités européennes d'Afrique. C'est une spécialité qui est propre à nos besoins. Vous comprenez? C'est la communication sociale, mais intitulée communication pour le développement, propre à nos recherches, avec un contenu adapté à nos besoins. Et donc, je pense que le départ là, c'est le contenu des formations. Le départ que nous avons déjà posé ici. Et là, ça me permet de revenir vers le professeur, vous qui êtes médecin, vous qui travaillez dans les laboratoires aussi sur ces recherches-là. Et comment définir? Nous sommes en direct avec le professeur Mamé Pandaba, professeur en sciences politiques et rédactrice en chef de la revue politique, la revue scientifique Global Africa. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Enchantée d'être avec vous aussi et vraiment désolée. Je suis dans une conférence en même temps. Je pense que vous entendez le bruit de fond, mais je vais essayer de suivre en même temps la discussion. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors professeur, pendant que nous sommes encore avec vous, que la technique est avec nous, nous allons vous poser une question.
comment déjà pensez-vous qu'on pourrait passer à une décolonisation, penser une décolonisation de la recherche et de la science en Afrique? C'est une très très vaste question et une question à la fois complexe et importante. Je pense que vous avez tous vu que cette question de la décolonisation des savoirs, on la pense, on la théorise, on la conceptualise depuis au moins avant les indépendances. C'est vraiment pas un concept nouveau. Dans la littérature, l'impératif de décolonisation, elle date de plusieurs décennies. C'est un objectif même pour les indépendances. Et évidemment, elle a repris de la vigueur dans les 30 dernières années. Elle a pris des formes différentes. Trees must fall, road must fall, etc. Et on a en fait décliner la nécessité de la décolonisation des savoirs et de la recherche dans quasiment toutes les universités de ce qu'on appelle maintenant le Sud global. À côté de la décolonisation, en fait, est venu se rajouter un autre concept, qui est celui de la décolonialité. Ce sont des concepts qui sont proches, mais qui sont quand même différents. La décolonisation, par exemple, va considérer que il faut regarder les traces du colonialisme, il faut en sortir, il faut valoriser les savoirs endogènes, etc. Alors que la décolonialité est encore plus radicale que la décolonisation. Parce que, en fait, la décolonialité va considérer que dans toute forme de modernité, dans toutes les modernités, il y a de la violence. Le revers de la modernité, c'est la colonialité. La modernité occidentale s'est construite en ravageant, en détruisant, en humiliant, en asservissant. Pour qu'il y ait un nord moderne, il faut qu'il y ait un sud sauvage, barbare, à coloniser, donc, etc. Et donc, la décolonialité a rajouté le débat sur les structures, sur les institutions, sur les discours, où qu'il faut regarder de très près et extirper, encore une fois, toute forme de colonialité. Dans ce que je disais, ces institutions, ces structures, les rapports de pouvoir, etc. Et il y a un concept qui est extrêmement important dans la décolonialité, qui est celui de la géopolitique des savoirs. Mais je pense que, bref, on aura peut-être l'occasion de revenir dans la géopolitique donc des savoirs. Et autant il y a en fait l'organisation des savoirs, la distribution des savoirs, et donc des savoirs légitimes, des savoirs valorisés, des savoirs scientifiques, regroupe en fait l'axe du pouvoir politique d'une manière générale. Et donc, vous retrouverez une production de savoir légitime, valorisée, évidemment dans les pays du Nord, qui sont aussi des pays industrialisés, qui sont aussi des pays dits démocratiques. Et évidemment, dans les pays du Sud, il y a une rareté, une pauvreté du savoir, etc. Désolée, j'ai du mal à tenir bien ma caméra. Et d'ailleurs, de ce point de vue, c'est très intéressant. La conférence à laquelle je suis, c'est une conférence qui s'appelle Afrique-Asie, un nouvel axe de connaissance. Parce que précisément, il ne faut pas oublier que l'Asie a aussi été un continent colonisé. L'Amérique latine a été un continent colonisé. Et donc, ce que nous essayons de construire ici, c'est une plateforme qu'on appelle Sud-Sud-Sud, donc Afrique, Asie, Amérique latine, donc 3 fois Sud en fait, pour essayer de collaborer en étant des espaces en fait qui ont aussi en partage cet héritage colonial et les restes de la colonialité. En fait, quand disparaît la colonisation comme administration, comme coercition, comme organisation, donc comme présence sur la terre africaine ou latino-américaine ou asiatique, quand disparaît la présence du colon, il reste la colonialité. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à extirper. Je suis désolée de cette mise en contexte qui est très longue, mais ceci qui permet d'expliquer quelque chose de très important. Que le mot d'ordre, il faut décoloniser,
il faut extirper la colonialité de la recherche et de la production de connaissances, est extrêmement difficile à mettre en pratique, à mettre en œuvre. Précisément parce que, encore une fois, la colonialité, c'est ce qui reste quand la colonisation est terminée. Et ça, c'est dans les mentalités, c'est dans les institutions. Vous regardez tout simplement nos États, c'est dans nos constitutions, c'est dans la justice, c'est dans le Parlement, c'est dans les pouvoirs présidentiels, et évidemment, c'est dans l'université, c'est dans l'école, et dans toutes ces institutions-là, qui sont nées précisément en grande partie du fait de la colonisation. Quand entre guillemets, le maître blanc, il part, il laisse tout ça. Il laisse des infrastructures, il laisse des superstructures. Et c'est extrêmement difficile. Vous pouvez faire une guerre, chasser le blanc, arracher votre indépendance, exister comme État aux Nations Unies, mais encore une fois, réformer l'école. Prendre l'école qui forme, prendre l'armée, prendre l'université, et transformer radicalement ces espaces-là en y accueillant des savoirs endogènes, des formes de culture et de connaissances qui étaient là, éviter la hiérarchisation des savoirs, repenser les modes, les manières d'enseigner et de production de connaissances, d'engagement avec la société, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que parce que nous avons été formés dans ce modèle-là. Donc, il s'agit en fait, quand on dit décolonisation des savoirs, il faut quand même savoir qu'il s'agit de nous demander à nous et vous, tous, parce qu'il faut aussi décoloniser, j'imagine, les écoles de journalisme, il s'agit, voyez-vous, de demander à des gens qui ont été formés à quelque chose, de détruire cette chose-là. Et il n'en restera pas grand-chose si on fait vraiment le travail. Et détruire cette chose-là, ça veut dire par exemple que je devrais être en train de vous parler une langue dans laquelle je suis complètement à l'aise. C'est faire le travail nécessaire pour que vous puissiez, chacun dans votre diversité, parler la langue dans laquelle vous vous sentez à l'aise et ne pas utiliser pour au moins avoir les options. Parce que Koulibaly, docteur Koulibaly de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Alors, docteur, vous qui êtes, je disais, médecin, chercheur dans le laboratoire, professeur vient de parler de colonialité et comment on fait pour sortir de cette dépendance post-coloniale du savoir qui est dans nos institutions, dans nos textes législatifs, dans nos textes constitutionnels et tout aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que tout cela impacte au-delà de l'axe de recherche même, des initiatives de recherche de part en matière de pertinence? Merci, M. Faouet. Je pense que les prédécesseurs ont planté le décor. Et si on part sur la base de ce qu'a dit le professeur Penda, la décolonialité, je serais tenté de dire que sera difficile à faire en matière de médecine, c'est-à-dire tout détruire aujourd'hui et reconstruire tout à zéro. Pour moi qui suis médecin, ça signifie retourner à l'ère avant les antibiotiques. Ça sera un peu compliqué. Mais par contre, je pense que les choses sont en marche en termes de décolonisation, si je peux utiliser ce mot-là du savoir. De plus en plus, en Afrique, pour le contexte d'abord du voyage, je pense que c'est la même chose ailleurs aussi, on intègre de plus en plus ce que nous appelons la médecine traditionnelle. C'est-à-dire qu'on essaie de s'appuyer sur les pouvoirs locaux. Je ne parlerai pas de chaman comme chez les Indiens, mais ici à d'autres. Certains parleront de tricheurs, certains parleront de guérisseurs, enfin, le terme comporte peu. Mais ce contexte est déjà en marche. C'est-à-dire introduire connaissance locale pour essayer d'appuyer ce que nous avons aujourd'hui en Occident. À côté de cela, il y a aussi le fait que, pour ma part, je pense qu'on doit changer nos axes de recherche, mais pas de nos visions de la recherche, comme l'ont dit vos deux voisins. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on travaille pour la santé, si je passe sur cette base de nous, Africains, ou bien on travaille pour la santé comme elle nous a été appris en revenant sur les propos de professeur Penda? Pour moi, en matière de médecine et de recherche médicale, c'est de travailler pour les populations qui sont autour de nous, c'est-à-dire la santé des Africains.
Aujourd'hui, certaines personnes viennent nous dire qu'il ne faut pas manger par exemple les animaux. Ça dépend de la conception des personnes. Mais dans la tradition africaine, est-ce que c'est par pauvreté ou bien par structure, les gens se nourrissent des animaux qui sont autour d'eux, tout en essayant de les préserver. Ce qui n'est pas tout à fait ce que nous connaissons ici ailleurs. Mais nous sommes tous d'accord sur un point, occidental comme africain, que beaucoup de maladies de l'homme viennent des animaux. Donc, est-ce qu'il faut tout jeter ou bien partir de cette hiérarchie sur laquelle nous sommes tous d'accord pour avancer dans la recherche? Ça, c'est une question qui ne se pose pas, selon moi, et moyenne. Donc, je partirai sur la décolonisation en utilisant la définition du professeur Benda, mais pas sur la décolonialité qui est, si j'ai bien compris, qui est de tout dépasser pour devenir un air avant la nuit. Donc, pour nous, il faut d'abord que le chercheur africain prenne son indépendance personnelle en termes de recherche. Qu'est-ce sur quoi je dois travailler pour le bien de mes concitoyens. Ensuite, développer des axes qui peuvent aider le concitoyen et le pays. Mais il faut aussi que le pays apporte son appui. Parce que certains sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut ici pour faire leur recherche. Le docteur parlait de robotique tout à l'heure. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des trucs comme des écrans flexibles. Par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur place pour que la communication entre chercheurs s'intensifie et que les pays aussi apportent des avis. Alors, professeur, vous qui êtes surtout dans la robotique, est-ce qu'il n'est pas plus question d'aller vers une universalité, une collaboration, plutôt que de penser tout raser, etc. Que pensez-vous dans les technologies? En fait, il faut comprendre que même les Européens ne sont pas à l'origine de la science. La science est une évolution continue. Depuis les Incas, les Égyptiens, la science ne fait qu'évoluer. Et si on remet à un moment donné on remet tout à zéro, c'est-à-dire qu'on remet tous nos fondements, le Thalès et tout ça, et même les Égyptiens. Donc il faut comprendre, il faut prendre l'exemple de ce qu'ils font en face de communication. Ils ont créé quelque chose qui leur est propre et qui correspond aux besoins de nos populations. Je prends l'exemple simple de la robotique. Si je veux faire de la robotique, comme on fait la robotique en Chine, si je veux faire de la robotique, comme on fait de la robotique aux États-Unis, j'aurai un problème. Mais de quel type de robot on a besoin en Côte d'Ivoire? Les gens ont besoin d'un robot, je vais bien savoir, par exemple, pour cueillir le cacao. Les gens ont besoin d'un robot pour cueillir le café. Mais ils n'ont pas besoin d'un robot humanoïde, il sert juste à faire la démonstration. Donc, il faut rendre nos sciences utiles. Il faut rendre nos sciences utiles en se basant sur nos savoirs, sur les acquis, et puis en les orientant par rapport à nos besoins. Et souvent, on n'a pas besoin d'attendre même l'État. C'est au niveau des effets que ça peut se passer. Je vais te dire peut-être, mais est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pouvez nous donner, sortis de vos laboratoires, qui permettent de faciliter la vie aux populations? En fait, il faut comprendre que c'est maintenant que nous-mêmes nous prenons conscience. Parce qu'il est difficile, par exemple, dans les UFR, de changer les axes de recherche. Parce que la plupart ont fait des études en Europe. Ils viennent avec des axes de recherche qu'ils ont acquis en Europe. Et en Europe, ils prennent des axes de recherche qui sont propres à eux. Et donc, quand ce directeur-là vient, il vous donne des axes de recherche. Et c'est maintenant que nous devons comprendre que non, il faut travailler à des axes qui nous sont propres. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans mon UFR à Monga-Boba, on essaie par exemple de travailler à un robot qui va saigner les IVA. Il sera beaucoup plus utile qu'un robot qui va faire autre chose, qu'un robot policier par exemple. Ça peut être utile, mais on a plus besoin d'un robot comme son pays très agricole, un robot il va travailler dans ce domaine-là. Parce que les autres pays n'ont pas développé ce type de robots parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc, c'est de réorienter nos axes, tricher ceux qui font déjà en communication, voir un peu quels sont leurs échecs, quelles sont leurs réussites, et puis nous aussi, dans d'autres qui sont dans les domaines scientifiques, qu'on pense ne pas être très africaine, les adapter à nos besoins. Mais il faut comprendre que la science est une évolution. Chaque peuple qui domine, à un moment donné, ajoute un pan à ce savoir-là. Et je poserai
pensez vous qu'on doit donner d'abord aux populations, est-ce que la recherche doit partir au début de la base avant d'arriver au laboratoire? Et comment cela peut se faire pour la base de ce but? Merci, M. Kaoré. Je pense que vous répondez à la question que vous me posez, parce que le constat est clair. Hein. Si vous voulez implémenter une stratégie, si vous voulez implémenter un nouveau dispositif, bien sûr, il faut connaître la sociologie et la psychologie du peuple, de la population, qui sera amenée à utiliser ce dispositif-là. Donc, bien sûr, il faut partir de la base. Et donc, partir de la base, justement, nous remet le chercheur africain au cœur de la recherche pour les populations africaines. On a vu plusieurs stratégies, on a vu plusieurs stratégies qui ont échoué, plusieurs campagnes de communication, de sensibilisation qui ont échoué, notamment dans l'acquisition de nouvelles connaissances, dans le changement de comportement, l'adoption de nouvelles attitudes. On l'a vu avec le cas du VIH. Comment est-ce qu'on a eu du mal à faire passer l'adoption du préservatif? On a eu du mal parce que, généralement, les stratégies étaient conçues à l'extérieur. Vous comprenez? Et donc, il a fallu évaluer ces stratégies-là, les réadapter à nos réalités pour qu'on commence à avoir un début de solution. Après, on a aujourd'hui le taux de personnes infectées par le VIH diminué, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été menées ici et qui ont impliqué toutes nos parties prenantes ici au niveau de la recherche au Côte d'Ivoire. Mais je dois quand même le dire, il faut avant tout se décomplexer. Aujourd'hui, on ne le dira pas assez, je le répète, il faut laisser le complexe du plan. Il faut laisser le complexe du plan. Vous comprenez? C'est vrai que malheureusement, loin de jouer les tout faits, on a un problème de gouvernance quand même. Au niveau de nos instituts de recherche, de nos centres de formation, au niveau de tous ces mécanismes-là, on a un réel problème de gouvernance. Et donc, si l'Africain veut réellement vivre la décolonisation ou la décolonialité, ça dépend de la société, il faut une bonne gouvernance. Parce que vous n'avez pas de financement si vous n'avez pas de bonne gouvernance. Et comme le disait le Dr Béret tout à l'heure, il ne faut pas seulement tendre la main, je ne veux pas tendre la main, mais ça part d'une bonne gouvernance. Il faut bien gérer les fonds pour pouvoir soi-même faciliter son développement. Parce que je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Avant, on avait dans le domaine de l'agriculture, parce que la Côte d'Ivoire était un pays essentiellement agricole. Je prends le cas de l'agriculture, on avait au départ les sociétés de développement, les SODE, on appelle ici les SODE, les sociétés de développement du riz, sociétés de développement de l'élevage, sociétés de développement un peu partout. Mais donc, quand les Blancs sont partis, on a arrivé de ces sociétés-là, mais à cause de la mauvaise gestion, ces sociétés-là ont fermé, vous comprenez, fermé leurs portes. Donc, il faut insister sur la bonne gouvernance. Et puis, il faut demander à nos États de remonter un peu la part à la recherche. Parce que je pense que selon les chiffres que nous avons, on a moins d'1% des budgets alloués à la recherche. On a moins d'1%. Mais qu'est-ce qu'on veut? On nous parle de décolonisation des savoirs sans financement, sans apport de nos États. Ils ne comprennent pas que tout part de la recherche fondamentale. Mais si on n'a pas d'argent des États, on va développer quoi? Vous comprenez? Ici, si vous le permettez, nous allons généralement en compétition avec nos collègues dans le cadre du CAMES. Dans le cadre du CAMES, qui est le centre, un autre centre de recherche africain dans toute l'Afrique, ici, qui nous évalue pour passer nos grades. Mais c'est difficile parce que nous faisons nos recherches avec nous-mêmes nos moyens. Il est difficile d'avoir des mécanismes pour nous accompagner. Vous comprenez? Donc, il faut faire un plaidoyer auprès de nos États pour augmenter, améliorer la part de la recherche. Et je répète, il faut décomplexer, il faut une bonne gouvernance. Et je pense qu'avec tout cela, on pourra atteindre nos objectifs. Merci. Merci, docteur. Je pense que déjà, on peut donner la parole au public. Nous allons prendre 3 personnes.
1 minute maximum. 1 minute maximum. Bonjour et merci à nos intervenants. Je suis Olivia Diko, journaliste de la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier Dr Toupé, j'espère que je ne me trompe pas, parce que j'avais pratiquement la même pensée. Je me disais décolonisation de la science ou des mentalités ou des raisonnements aussi. Parce que très souvent, on critique beaucoup plus l'extérieur, mais on ne remet pas en cause notre manière de faire, notre manière de réfléchir et notre manière de travailler. Et en même temps, j'écrivais et je me demandais, on parle de décolonisation, alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on a des sachants aussi qui proposent des choses, des résultats extraordinaires, en prenant simplement l'exemple des praticiens, de ceux-là qui nous proposent la médecine traditionnelle, des produits traditionnels faits à base de plantes et autres, mais qui aujourd'hui, c'est encore difficile vis-à-vis de la modernité, vis-à-vis de la science moderne qu'on a aujourd'hui. Alors, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut faire de la décolonisation? Je me pose la question. Merci. Je veux dire merci à nos exposants. J'ai été un peu choqué quand le professeur de l'université Robert disait que lui, après ses recherches, il a une molécule qu'il remet aux autres et il fait le travail à la fin. Ma question, c'est de savoir pourquoi vous étiez au début et vous n'êtes pas à la fin. Et que prévoyez-vous pour soit finir avec ce problème. Merci. Je voulais revenir sur l'intervention du docteur par rapport à la télé-réalité. Alors, de ce que moi j'ai de l'intervention du professeur Mamena, si on doit appliquer la télé-réalité au domaine de la médecine, par exemple, ça pourrait être, par exemple, comment légitimer d'autres savoirs médicaux. Il ne s'agit pas de balayer tout ce qui est déjà là sur place, mais c'est comment repenser à partir de nos réalités africaines. Ce serait, par exemple, revoir l'histoire critique de la médecine coloniale. Donc, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de bien développer ça, mais je pense qu'elle a été mal compris. Il s'agit clairement de faire une investigation, de revoir nos réalités, comment valoriser les savoirs de l'État, comment comparer ce qu'on a déjà propre à nous, ce qui est initial, ce qui est africain, et pouvoir l'adapter afin de pouvoir se construire un jour où voilà, nous aussi, nous avons des solutions, il y a des choses qui marchent et adaptées à l'Afrique. Merci. En termes de valorisation des savoirs endogènes, c'est la question même qu'on est en train de traiter. Alors, ces savoirs endogènes, on voit que nous avons des centres d'instituts de recherche qui produisent la recherche, qui ont des résultats de recherche. Mais la difficulté, c'est au niveau de la vulgarisation de ces éléments-là. Bon, il y a la question du financement dont parlait Dr Topé tout à l'heure. On a vu un peu avec USAID. Il a fallu que Trump décide que tous les programmes commencent à bailler un peu partout. N'est-ce pas? Même les programmes qui étaient dans le pipe pour être suspendus. Donc la question du financement, n'est-ce pas, endogène, va s'inviter dans la question parce que nous mobilisons des ressources à travers la fiscalité, à travers un certain nombre d'éléments. Et on a des budgets qui évoluent de plus en plus, mais la part de la recherche n'évolue pas en fonction de tout cela. Donc, mobiliser les ressources endogènes, quand je parle de ressources endogènes, il y a à la fois les ressources financières, mais aussi les ressources humaines, et les valoriser. Nous sommes dans une université, des centres de recherche, Dr Topé en parlait tout à l'heure, on produit de la matière, que ce soit dans les sciences médicales, les sciences dures ou les sciences sociales, on produit de la matière à travers la recherche des étudiants, leur mémoire, à travers les thèses, mais aussi à travers les recherches qui sont faites par les enseignants-chercheurs qui sont dans les revues internationales ou les revues nationales. Mais la difficulté, c'est la valorisation. Je prends un exemple simple. Quand vous prenez une thèse de doctorat ou bien de master, quand vous allez à la bibliographie, vous ne retrouvez que de la bibliographie
qui viennent de l'extérieur. Très peu d'étudiants citent même les productions de leurs propres encadrants. C'est-à-dire, parfois, quand je prends un mémoire, je dis, mais ton maître, là, il a produit, tu ne le cites même pas dans le mémoire. Donc, il faut qu'on arrive à négocier aussi cela. Dans les universités et centres de recherche, il faut qu'on se dise qu'on ait déjà une loi de Pareto, simplement une loi de 20-80, savoir endogène 20% déjà, 80% des savoirs exogènes. Et puis, on va aller progressivement, de manière à ce que les étudiants, par curiosité, aillent fouiller les éléments de recherche qui sont enfouis dans les bibliothèques et centres de recherche et qui peuvent valoriser et utiliser ces éléments. Soit on a l'impression qu'on ne produit pas. On ne produit pas. Maintenant, la question de la vulgarisation, comme on parlait de la question des molécules, là, c'est un problème de financement. Nous sommes dans les universités où, par moment, même quand vous allez faire un colloque, vous financez vous-même. Voilà, vous financez vous-même le voyage, etc. Donc, les questions, c'est le plaidoyer qu'il faut faire au niveau central, au niveau africain, au niveau même de l'Union africaine, pour que on essaie d'arriver à une clé de répartition du financement. La prise en charge du financement par nos États. Ça, c'est vraiment un défi. Donc, c'était juste ma petite contribution. Merci. Je voudrais que le chercheur cherche des solutions à un problème. On est tous d'accord que le financement de la recherche en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, est un problème. Alors, pourquoi le chercheur ne cherche pas de solution à ce problème pour inverser ou faire plier les décideurs politiques, puisque c'est un problème. Votre rôle, c'est de chercher des solutions à un problème. On entend très souvent, il faut faire un plaidoyer. Faisons un plaidoyer. Faisons un plaidoyer. Vous avez constaté que les plaidoyers, ça ne marche pas. C'est un problème. Quelle recherche vous faites sur ce problème pour apporter une solution et faire plier les décideurs politiques? Voici la question. Et j'ai vu dans mes recherches que au niveau de la convention, je crois que c'est une convention de l'Union africaine, il est recommandé aux pays africains d'allouer 1% de leur budget à la recherche. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est 16% qui est alloué à l'enseignement supérieur. Je ne connais pas la part exacte. C'est moins d'1%. Au Mali, c'est par exemple 0,2%. Et là, c'est arrêté avec ce que vous savez bien sûr. Alors, moins d'1%, c'est combien exactement? Et avec ce pourcentage-là, qu'est-ce que vous arrivez à faire exactement? Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller vite, parce que tu vois tourner autour des praticiens. Je pense qu'il faut qu'on soit assez réaliste. Ça, c'est moi, c'est un engagement. De plus en plus, que ça ne date pas d'hier, les praticiens sont pris en compte. Parce que malgré la médecine moderne, il y a certains endroits dans la Côte d'Ivoire que je connais qui n'ont jamais à l'hôpital. Il y a le guérisseur qui est juste à côté et ils vont travailler. La question, nous qui sommes à l'université, on a vu, qu'est-ce que nous savons des médicaments que les praticiens donnent? Selon bien fait, je n'ai pas dit que le praticien donne le poison. J'ai vu dans cette université à laquelle j'appartiens aussi, un chercheur qui a finalisé ses travaux selon lui et qui a découvert quelque chose de très efficace selon lui, qu'il a mis dans l'oreille d'un de ses collègues et qui a bousillé le même. Est-ce qu'on y va comme ça? Par contre, dans ce même pays et en Afrique, les dérivés de la télévision, c'est la médecine traditionnelle, qui ont été modernisés et qui servent à tout le monde aujourd'hui. Donc, travailler avec les praticiens, on a un programme en Côte d'Ivoire pour cela, c'est même conseillé. On demande juste à ceux qui ont des appareils qui peuvent vérifier l'innocuité de ces produits-là, de le dire et de dire comment on peut la vulgariser. Parce que lorsqu'on prend une feuille de ligne, il y a des produits très intéressants dedans qui peuvent aider, mais il y a aussi des produits qui peuvent être aussi. Pour revenir à mon collègue, il y a quelque chose sur lequel je voulais être très clair. Si aujourd'hui on demandait un médecin africain, qu'est-ce qui se passait en 1800? Est-ce qu'il sait? Il ne sait pas. On est obligé, pour la formation que j'ai reçue, de partir ici ce que nous avons appris, comme l'a dit le Penda, prendre en compte ce que les praticiens, ou bien ceux qui ont encore quelques connaissances de la médecine africaine, ou
problème de la médecine traditionnelle, comme on le dit, et essayer de faire matcher les deux pour avancer pour le bien de nos populations. Le problème du financement, c'est un problème qui sera éternel. Et je ne sais pas si les médecins ou pas, mais c'est quelque chose de très important. Il faut que les chercheurs, les enseignants-chercheurs réfléchissent à comment régler ce problème, bien sûr avec la participation de nos États. Parce que tous les grands États ont fini à un moment donné par pousser leurs recherches pour arriver à là où ils sont, pour avoir des brevets. Parce que si on passe notre temps à tendre la main, on sera plus ou moins obligé de faire ce que eux veulent. Les Européens, les superpuissances financent le paludisme parce que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Si on revient aux exemples que nous avons ici, merci à la docteure, pour le VIH et la Covid, il y a beaucoup de solutions importées qui n'ont jamais fonctionné. Moi, je me rappelle au début de la Covid, on nous prédisait, je pense que c'est à Billard qu'on avait fait cette réunion, on nous prédisait 10 000 morts par jour. C'est le professeur Dosso qui a dit ce n'est pas possible parce que vu la façon dont vivent les Africains, ça ne peut pas se faire. Et on est parti sur la base des retombées du VIH, discuter avec la population quel type de protection elle pouvait ainsi de suite. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. On s'est rendu compte en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens sont ici. Au début, personne ne faisait les tests. Mais pour les centres de tests ont commencé à être surchargés. C'est quand les gens avaient besoin de tests pour voyager. Donc, il faut aller sur les besoins de la population. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut aller sur les connaissances africaines, on veut qu'on les sache, si on veut savoir où elles sont. Partez sur cette base, les feuilles de mine, de l'eau sont là, tout le monde sait, et voir comment travailler dessus pour les rendre accessibles et surtout utilisables par nos populations. Parce que quand on va avoir des praticiens, il faut faire 3-4 canaries et autrement 100 000 francs. Et à côté, on dit paracétamol fait 100 francs, je pense que le choix est vite fait. La preuve encore du coup, tout le monde est drôle au paracétamol. Bonjour docteur, j'ai mal à la tête, c'est comme ça fait un mois, qu'est-ce que tu as pris paracétamol? Pourtant, ça fait beaucoup de dégâts sur paracétamol. Donc, on est tous d'accord avec ce que vous dites, mais il faut qu'on sache ce que l'Afrique faisait il y a 200 ans et partir de là pour partir. Mais est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui ce que l'Afrique faisait il y a 200 ans? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Merci. Merci, professeur. Alors, on va aller à l'autre extrême avec docteur Bédek. Votre mot de fin et comment vous réalisez. Je remercie les participants. Je vais prendre des exemples très concrets. Il y a une dame qui a parlé du travail praticien. Quand on prend une plante, dans une plante, il y a des principes actifs qui vont des pharmaciens et des médecins. Mais nous, en physique, on va dire qu'il y a une molécule en réalité. Et donc, l'un des problèmes qu'on doit pouvoir particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de collaboration entre les scientifiques. Le physicien qui doit identifier la molécule, parce que même le pharmacien n'identifie pas la molécule exacte. Il n'y a pas de collaboration. Donc, il faut aller vers les savoirs traditionnels et puis, avec nos connaissances acquises, identifier précisément ce qui est utile. Et puis, avec ce qu'on a appris, et nos populations. Notre problème a été posé, comment est-ce que pourquoi est-ce que je commence et puis je n'arrive pas à terminer? Parce que, par exemple, il faut comprendre que plus on travaille dans des éléments petits, plus le matériel qu'on utilise coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que pour travailler sur les atomes, vous allez avoir des équipements qui vont coûter en dizaines, en centaines de millions d'euros. Donc, en fait, ce n'est pas utile en réalité pour nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez comment financer la recherche. Nous, on a réfléchi. On s'est dit, et nous, je pense qu'on a une erreur qu'on fait, on dit l'État doit financer la recherche. Je pense que c'est une erreur. L'État finance ce qu'il arrange. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, l'État finance la recherche militaire. La recherche scientifique est financée par les entreprises privées. Et nous, on a fait un constat. Je dis, quels sont ceux qui ont l'argent? C'est les privés. Quels sont leurs besoins? Leurs besoins, ce n'est pas des besoins scientifiques. Répondons à leurs besoins immédiats. Et on aura des financements pour faire nos recherches pour aider nos populations. Il faut qu'on soit intelligent. Vous n'allez pas dire à un État de la Côte d'Ivoire qui a vraiment à moins de 20%, de passer à 2% pour financer la recherche.
Non, il y a des privés qui ont de l'argent. Souvent, ils cherchent dans quel endroit financer. Moi, je n'ai pas de exemple simple. On a émis l'idée auprès des fondeurs d'EVA, on veut faire un robot pour saigner les EVA. On était au niveau de l'idée. On avait l'idée des financements qui étaient disponibles. Donc, nous avons fait, on n'a pas trop de pression. Donc, il faut aller vers ceux qui ont les moyens de nous aider. Et ensuite, on pourra faire de la recherche comme on fait maintenant pour vulgariser l'histoire de la science. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'un chercheur a une recherche, mais à part la bibliothèque, il n'y a pas un endroit à trouver. Aujourd'hui, personne ne va en bibliothèque. On a une recherche, on est sur Google. Mais vous n'êtes pas sur Google. Quand l'enfant il tape la recherche sur Google, il voit les Européens, il voit les Américains, il voit les Indiens. Donc vous devez avoir une bonne recherche qu'à la bibliothèque. Combien d'étudiants vont à la bibliothèque aujourd'hui? Donc je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. À nous, Africains, de réfléchir et à les mettre en œuvre. Merci docteur. On va rapidement. Je prends en compte les propositions de mes collègues et vous dire aussi qu'effectivement, je voulais même le proposer, les entreprises privées doivent accompagner la recherche. Ça se fait déjà à l'extérieur. Donc on peut juste importer ces bonnes pratiques. Mais l'État doit accompagner. Parce que même pour que les entreprises privées accompagnent, souvent il faut des dispositions légales. Vous comprenez? Il faut par exemple dire que sur le chiffre d'affaires, on prend 1%, bien 2%, mais il faut le loin. Donc il faut que l'État accompagne, il faut la volonté de l'État dans tout ce processus-là. C'est une synergie là, de plusieurs personnes ensemble pour qu'on puisse réussir. Et je le répète, il faut laisser compter. Parce que vous voyez aujourd'hui, même avec le CAMES qui nous donne le grade, le Conseil africain malgache d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on nous demande de publier nos articles scientifiques dans des revues indexées. Mais généralement, elles sont indexées, c'est quoi, le modèle européen. C'est-à-dire, même nous-mêmes, Africains, chercheurs, l'élite de la recherche, nos maîtres aujourd'hui, on nous impose aujourd'hui de réfléchir selon les standards européens à l'heure de la décolonisation. Donc, nous-mêmes, on se met dans un paradigme de recolonisation. Vous comprenez? Même à notre propre niveau de la recherche, c'est aberrant. Quand je ne vais pas développer ça parce que j'ai peut-être des êtres ici du Cameroun à ça, donc je vais me taire. Et donc, c'est ça. Donc, aux journalistes, il faut promouvoir les réussites locales. Il faut promouvoir les réussites locales. Vous comprenez? J'avais fait un jour une interview à un ambassadeur européen et il m'a demandé, après, il lui a envoyé tout le guide et on a fait l'interview et tout. Il me demande, avant de publier, il faut corriger mon article. Il faut corriger l'interview de bout en bout. Il m'a appelé, il m'a dit, je dis, mais je ne peux pas, est-ce que je peux peut-être pour un journaliste? Il me dit, mais non, mais bon, c'est la même chose ici. J'ai l'interview dans le journal. Et c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Mais là, j'ai osé. Quand je lui ai dit, il a attaqué les yeux, il dit, non, je ne vous donnerai pas l'interview, vous le verrez dans le journal. Vous êtes d'accord qu'on a suivi tout le processus. Pourquoi est-ce que vous voulez me faire faire ce qu'on ne peut pas faire à un journaliste européen? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut laisser quand même. Et puis aller sur la voie de la décolonisation des savoirs. Merci, docteur. On va. Nous allons passer la parole à Golo. Tout ce que je veux dire, j'ai entendu à la fin, il faut vulgariser et c'est un appel aux journalistes scientifiques africains ici. Nous devons accompagner cette dynamique en rendant la recherche africaine plus visible, plus compréhensible et mieux valorisée. Je vous remercie. Président Golo, vous avez la parole. Merci, M. Mamando Traoré. Effectivement, vous avez parlé de vulgarisation, mais il y a aussi d'autres volets que j'ai pu noter, la démocratisation, la reconnaissance même des productions, l'intégration de la science, donc en une sorte de connaissance universelle. Et c'est le professeur Koulibaly de l'Institut Pasteur qui parlait de l'intégration justement de la médecine traditionnelle, donc la médecine qu'on va appeler conventionnelle. Mais je note en plus qu'il y a aussi une responsabilité individuelle au niveau de la recherche. Et c'est le docteur Millet qui a parlé. Il faut qu'il y ait au niveau personnel et individuel une sorte d'indépendance dans la recherche, dans le choix des sujets et
le docteur Topé aussi a parlé des axes de recherche qu'il faut adapter, et elle a ajouté la bonne gouvernance dans nos instituts de recherche. Je pense que ce sont des éléments qui sont importants. Quand j'ai fini de dire ça, et surtout quand on a écouté brillamment nos participants, nos panélistes, je crois qu'il ne reste plus maintenant qu'à vous remercier. Merci à vous, docteur Koulibaly de l'Institut Pasteur. Merci, professeur Penda, qui était en ligne de Dakar avec nous. Merci, docteur Melet, de l'Université Nankia Bourgois, docteur Topé, de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Merci de les applaudir bien fort. Merci pour enfin donc, cette session sur la décolonisation de la science. Merci beaucoup. Merci.